Mardi 6 février, bonsoir et bienvenue dans le 7-8 sur TV78. Voici les titres de cette édition. Le centre aqualudique Castalia à Maurepas dans le viseur de certains habitants. Un collectif dénonce la forte hausse des tarifs de location des lignes d'eau. Elle conduirait selon ses membres à une chute de la fréquentation des publics scolaires. Des arguments contrés par le maire de la commune Grégory Garestier. Les précisions à suivre. Saviez-vous que la première ligne de chemin de fer transportant des voyageurs en France a vu le jour dans les Yvelines? C'était en 1837 à Saint-Germain-en-Laye. Cette anecdote et bien d'autres encore vous sont livrées au gré de balades commentées sur le tramway T13. Une guide conférencière vous permet de mieux connaître l'histoire des villes traversées par la ligne inaugurée en 2022. Une découverte dans cette édition, le Taijitsu est une méthode française de self-défense basée sur plusieurs techniques d'arts martiaux. Ce sport est pratiqué par plus de 80 adhérents au club de Montigny-le-Bretonneux. L'association propose des cours dès l'âge de 6 ans. Et puis l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission, on y parle du think tank des élus du handicap du département des Yvelines. Son but, partager les bonnes expériences dans les communes et faire remonter les besoins spécifiques sur le sujet auprès des maires, députés et pourquoi pas du gouvernement. Nous recevrons la présidente de l'association, Émilie Letailleur, conseillère municipale de Jouy-en-Josas, déléguée au handicap. Et en plateau, dès le début de cette édition, Clara de Frutos, bonsoir. Bonsoir. Journaliste de la rédaction de TV78. On va faire le point tout de suite avec vous sur les informations du jour. Et on a appris que Jean-Philippe Luce, le maire de Bois d'Arcy, annonçait sa démission dans une lettre publiée sur Facebook. J'allais dire sur Twitter, c'était sur Facebook. Oui, exactement. Dans son communiqué, l'élu fait référence à son activité professionnelle. Les conditions ne sont malheureusement plus réunies pour que je puisse terminer mon mandat sereinement, notamment car mon activité professionnelle que j'ai toujours souhaité poursuivre me demande de plus en plus de temps. Il évoque aussi un mandat particulièrement difficile suite à la crise sanitaire, énergétique et inflationniste. Jean-Philippe Luce était devenu maire de Bois d'Arcy en novembre 2020. L'édile adressera sa démission au préfet des Yvelines. Dans les 15 jours suivant la démission du maire, le conseil municipal devra se réunir afin de procéder à l'élection d'un nouveau maire et de ses adjoints. Pardon, je m'étouffe. Dans l'actualité de ce mardi 6 février également, Clara, cette nouvelle mobilisation des enseignants, une grève qui était à l'appel des principaux syndicats d'enseignants. Oui, et le mouvement national a été suivi dans les Yvelines. Parmi les établissements mobilisés, le collège de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux, où selon le collectif des enseignants, 70% d'entre eux ont répondu au préavis de grève déposé ce mardi. Parmi leurs revendications, le manque de moyens humains, leurs conditions de travail ou encore la perte de moyens horaires de l'établissement, Gabriel Gontier était sur place. Ça fait plusieurs années qu'on perd des moyens horaires sur notre dotation. Cette année, on perd à nouveau 6h50 de dotation horaire en heures d'enseignement pour nos élèves. Et tout cela associé aux nouvelles directives avec des groupes de niveau en 6e et en 5e en mathématiques et en français, fait qu'on perd plus d'une vingtaine d'heures d'enseignement pour nos élèves. Parmi les enseignants, cette baisse de la dotation horaire globale menace également certains cours et sections au sein de l'établissement. Le fait qu'il y ait des groupes de niveau, ça va forcément impacter toutes les autres matières, à savoir que tous les demi-groupes qui étaient mis en place, qu'on appelle l'AP, ça va en fait être complètement déstructuré et il n'y aura plus de demi-groupes, alors que nous avons des effectifs d'environ 30 élèves par classe. Donc ça implique plus de travaux pratiques, des séances en salle informatique qui sont impossibles, en mathématiques, en technologie, dans toutes les matières. En réponse à ce mouvement, les enseignants ont tenu un rendez-vous prochainement avec la directrice académique des services de l'éducation nationale. Aucune information n'a été donnée pour le moment concernant la reconduction du mouvement. On parle à présent avec vous des nouvelles mesures du rapport d'Yves Rametz. Ça concerne la ligne B du RER. Le but, c'est de réduire les retards et donc ces préconisations sont mises en place par Île-de-France Mobilité, la SNCF et la RATP depuis cette semaine. Oui, pour rappel, ce rapport avait été commandé en 2023 par Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilité et de la région Île-de-France. L'objectif était de mettre en place un plan d'action pour améliorer le service du RER B et gagner un point de ponctualité par an jusqu'en 2025. Pour cela, elle a notamment mandaté Yves Rametz, expert ferroviaire et ancien directeur général de la RATP. 14 mesures concrètes ont alors été définies.
Certaines sont déjà mises en place. Parmi les nouveautés, le RERB dispose de 6 trains supplémentaires aptes à rouler. L'ensemble des trains seront aussi dotés de puces GPS pour mieux gérer le parc en exploitation. Et pour mieux traiter les incidents, les conducteurs de train sont autorisés depuis juin 2023 à rouler au pas lorsque, je cite, une intrusion non avérée est signalée. Selon nos confrères du Parisien, Laurent Souvigné, directeur de la ligne du RERB, affirme que les chiffres du mois de janvier sont encourageants. 86,7% des trains étaient à l'heure ce mois-ci contre 82,9% en janvier 2023. Il était amarré au quai des Vins de Limay depuis 2008. Le yacht de Churchill va quitter les Yvelines puisqu'il a été vendu à un collectionneur anglais. L'Amazone, de son vrai nom, va retrouver sa terre natale au sud de l'Angleterre. Le yacht, dont la légende dit qu'il a appartenu à Winston Churchill, a levé les voiles ce lundi 5 février vers 11h. Il sera d'abord remorqué jusqu'au port du Havre avant de traverser la Manche sur un semi-submersible. Son nouveau propriétaire serait un riche anglais dont l'identité n'a pas été dévoilée. Et concernant le prix de vente, même chose, le chiffre reste un mystère. En 2016, le prix était fixé à 1,9 millions d'euros avant de descendre à 600 000 euros. Quoi qu'il arrive, on parle d'une grosse somme. On termine en musique. Lara, ce week-end avait lieu la finale du tremplin des voix. C'était à la Maison de l'Environnement de Manille-les-Hameaux. Exactement, 20 candidats étaient en liste pour le concours de chant national. À la clé, des heures de coaching et des suivis personnalisés. Parmi les lauréats de cette 9e édition, on retrouve Lou Deleuze qui remporte la première place dans la catégorie 17 ans et moins. STL remporte quant à elle le prix de la meilleure interprète dans la catégorie 18 ans et plus. Et enfin, Lee a obtenu le premier prix dans la catégorie auteur, compositeur, interprète. Voici quelques extraits de leurs prestations. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. The corners on my mind, I just can't seem to find a reason to believe that I can break free. Je me suis cassé la gueule en tombant sous ton charme dans un tapis de fleurs aromatisé de muscade. Je me suis Bravo aux gagnantes de cette 9e édition du Tremplin des Voix et merci à vous Clara de Frutos pour ces informations et comme d'habitude, si vous aussi près de chez vous, vous êtes témoin d'une actualité qui vous fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Des craintes exprimées par le collectif Piscine pour tous à Maurepas, elles sont liées à des tarifs jugés trop élevés de la location des lignes d'eau au centre aqualudique Castalia. Conséquence, selon ses membres, une chute de la fréquentation des publics scolaires. Pour le maire de Maurepas, Grégory Garestier, ces coûts ne sont pas comparables en raison d'équipements différents entre l'ancienne piscine de la ville et la structure actuelle. Le point sur la situation avec Julien Leroy. Des bassins trop chers pour les scolaires. À l'ouverture en 2022 du centre aqualudique Castalia à Maurepas, le collectif Piscine pour tous s'inquiète. En cause, des augmentations de tarifs sur la location des lignes d'eau entre l'ancienne piscine municipale fermée en 2015 et le nouveau complexe. Pour rappel, Maurepas et Elancourt signa le contrat de délégation de service public en janvier 2020, confiant à la société Eiffage la construction et exploitation de Castalia. Selon la quarantaine de membres du collectif, les principales victimes sont les écoles du territoire. Les élèves, les collèges et les lycées ne pouvant plus venir à la piscine en raison du coût exorbitant des lignes d'eau qui sont passées de 6,50 € en 2015 à 46,60 € en 2022. Donc à l'époque de la piscine municipale, au collège Pergaud, nous avions les moyens d'emmener toutes nos classes à la piscine. Évidemment, les choix ont dû se faire et c'est la classe de 6e qui a été choisie pour bénéficier de cet enseignement. Pour le maire de Maurepas, Grégory Garestier, ces tarifs s'inscrivent dans la moyenne des équipements des alentours. Il réaffirme qu'il est à la charge des communes de financer les créneaux de natation pour les élèves des écoles maternelles et primaires. En ce qui concerne les collèges et les lycées, des crédits pour les locations des lignes d'eau leur sont alloués par le département et la région. Aujourd'hui, sur la totalité des établissements, on en a un qui rencontre des difficultés, mais qui rencontre des difficultés également liées à des problématiques de gestion au sein de son établissement, avec des choix peut-être d'actions pédagogiques qui ont été faites dans les années passées quand l'équipement était fermé. Et aujourd'hui, c'est
plus difficile, j'allais dire, de faire des arbitrages. Il compare un tarif de 2014 ou 2015 qui n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout le même équipement. L'équipement dont il parle à 6 € la ligne d'eau, j'allais dire, il était déjà payé, puisque c'est la ville de Maurepas qui en a récupéré la gestion en 1983 quand elle est sortie de 50 ans en Yvelines. Contacté le centre aqualudique, Castalia n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Ce mardi 6 février, les membres du collectif Piscine pour tous se réuniront dans la soirée devant l'entrée du conseil municipal de Maurepas. Ils souhaitent rencontrer le maire pour exprimer leurs craintes. Allez, on ouvre une page culture dans le 7-8. L'Office de tourisme de Saint-Germain, Boucle de Seine, propose une visite insolite à bord du tramway T13, animé par une guide conférencière. La ligne relie Saint-Germain-en-Laye à Saint-Cyr-l'École et regorge de trésors patrimoniaux et historiques. Mathilde Francou vous les fait découvrir dans ce reportage. Lorsque le premier chemin de fer pour voyageurs a été inventé en France, c'était entre Paris et Saint-Germain-en-Laye. Attention, départ imminent. L'Office de tourisme de Saint-Germain Boucle de Seine vous embarque pour une visite commentée à bord du nouveau tramway T13. C'est une visite qui relie deux grands domaines historiques, qui fait la part belle aussi aux écomobilités. C'est bien d'expliquer à ceux qui utilisent le tram, un, pourquoi il est là. Deux, c'est pas un hasard. Saint-Germain, c'est vraiment le résultat d'une très vieille histoire liée au transport depuis le 19e siècle. Et puis, c'est aussi le but de se dire qu'on ne prend pas le tram juste pour être dans le tram, mais qu'il y a des choses à voir à gauche et à droite. Et ça peut être des suggestions de visite. Des suggestions de visite comme l'école militaire de Saint-Cyr-l'École, la forêt de Marly ou encore les vergers de l'Étang-la-Ville. Installés confortablement dans le tram, vous découvrirez l'histoire et le patrimoine des villes qu'il traverse. On voit bien les vergers dont je vous parlais tout à l'heure. Il a vraiment situé ça dans les vergers. Nous avons eu un superbe guide qui nous a très bien commenté. On a appris beaucoup de choses, de connaissances. Super, franchement, la guide est très compétente. Franchement, on a appris plein de choses, quoi, que je ne peux pas dire là parce que j'ai oublié. Mais enfin, bon, c'est vraiment bien. Vous en saurez également plus sur l'histoire de ces rails qui date de 1837. Comptez environ 1h30 de visite et 12 € par personne sans le titre de transport. Prochaine visite le 4 mai à 11h ou 14h30. D'histoire, il en est question chaque mardi dans le 7-8. Maxence Delacrouet, jeune Yvelinois passionné par l'histoire, vous en apprend plus sur le département. Ce soir, Maxence nous parle de la commanderie de la Ville-Dieu à Élancourt. Quand vous allez à Élancourt, vous pensez forcément à France Miniature, je vous l'accorde. Mais n'oubliez pas la commanderie de Ville-Dieu, terre chargée d'histoire. La commanderie a été fondée au XIIe siècle par l'ordre du Temple qui rassemblait des moines chevaliers que l'on appelait Templiers. Leur objectif, partir en croisade à Jérusalem pour reconquérir le tombeau de Jésus aux mains des musulmans. La commanderie de la Ville-Dieu a la même utilité que les 300 autres commanderies de France. Elle héberge des activités militaires pour préparer les hommes avant de partir en croisade, des activités financières, l'exploitation de terres agricoles pour financer les expéditions, et des activités religieuses pour préparer spirituellement les Templiers. La commanderie est très réputée pour sa proximité avec la capitale et sa superficie. La commanderie de la Ville-Dieu a traversé les siècles et aujourd'hui on peut encore visiter le bâtiment des gardes et la chapelle restaurée au XXe siècle. Elle a même trouvé une nouvelle fonction hospitalière, c'est en effet la première étape du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui relie Paris à l'Espagne. Le 1er mars prochain, l'espace Albert Camus à Maurepas accueille le pianiste américain Joachim Horsley. Dans Villa Habana, il revisite les grands compositeurs de la musique classique à la sauce rumba cubaine. Voici 3 raisons d'aller voir ce spectacle au micro de Mathilde Francou. Bonjour, je m'appelle Thibaut Jean-Bougin, je suis responsable de la programmation culturelle de la ville de Maurepas. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un spectacle qui se tiendra le 1er mars chez nous. On reçoit l'incroyable pianiste Joachim Horsley. Les 3 raisons d'aller voir ce spectacle. La première, c'est pour découvrir par exemple Beethoven, Shostakovich ou encore Bach à la sauce cubaine, mais aussi pour découvrir Mozart, Chopin à la sauce afro-caribéenne, et enfin pour passer un moment unique, aussi enjoué qu'inspiré.
Ce spectacle se tiendra donc à l'espace Albert Camus le 1er mars. Et puis une découverte, le taijitsu est une discipline inspirée de méthodes de différents arts martiaux. Basé sur la self-défense, ce sport a été créé en France dans les années 1970. 3 clubs sont implantés aujourd'hui dans les Yvelines, notamment à Montigny-le-Bretonneux, qui a accueilli un stage national. C'était il y a quelques jours, en présence de l'un des cofondateurs de cette pratique sportive, Nicolas Dandry. Se protéger, se dégager d'une attaque, voilà l'une des multiples techniques du taijitsu, littéralement traduit par technique du corps, une discipline sportive dérivée des arts martiaux basée sur la self-défense. Donc une intéressante, c'est comme la 1. On a 80 techniques possibles, qui va de la simple saisie de poignet, en passant par les cheveux, les bras et tout, bâton, couteau éventuellement, chaise, matraque, enfin on passe à peu près en vue, sachant que le but principal, c'est un sport. Daniel Dubois fait partie des pionniers du taijitsu, une pratique développée en France dans les années 70 après un voyage au Japon. Aujourd'hui, le cofondateur participe à des stages comme ici, au club de Montigny-le-Bretonneux. Nous avons quasiment 40% d'éléments féminins, justement, et le but du jeu, malheureusement je dirais, c'est d'éviter, savoir comment se défendre en cas d'agression. C'est vraiment un petit peu ce qui prévaut au départ pour les personnes débutantes. Le taijitsu à Montigny-le-Bretonneux, c'est 82 adhérents, dont une section enfant ouverte à partir de 6 ans, une discipline pratiquée par tous. Ce qui m'intéresse le plus, c'est tout ce travail d'énergie et pour tout ce qui est aussi technique, comme là des mouvements de torsion, des cercles, qui nous permettent sans force de pouvoir se dégager d'une prise, éventuellement en cas extrême. On ne se reçoit pas de vrais coups, on essaye juste de s'en sortir d'une situation pour limiter du coup le danger. En France, plus de 500 personnes pratiquent le taijitsu, ils sont 7000 dans toute l'Europe. Avant l'invité du 7-8, coup d'œil aux prévisions météo de demain. Demain matin, le ciel restera nuageux dans les Yvelines. Côté température, il fera 11 degrés dans la partie nord du département et 10 degrés sur le reste du territoire. De la pluie, en revanche, est prévue dans l'après-midi avec des vents forts par endroits jusqu'à 55 km/h. Très peu de changements au niveau du thermomètre, compté de 10 à 11 degrés dans les Yvelines. Et ce mercredi 7 février, nous fêterons les Eugénies. Tout de suite, l'invité du 7-8. Et nous recevons ce soir Émilie Le Tailleur. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère municipale déléguée au handicap dans la commune de Jouy-en-Josas et vous avez fondé le think tank des élus du handicap du département, des élus au handicap du département des Yvelines. Alors depuis octobre, ce groupe de réflexion, laboratoire d'idées, c'est comme ça qu'on peut traduire think tank, était informel. Il est devenu, on va dire, un peu plus officiel avec la création d'une association qui est inscrite justement au journal officiel. Aujourd'hui, elle réunit une dizaine de membres qui sont élus dans les communes des Yvelines et aussi tous concernés par cette thématique du handicap. Quel est le but de l'association? Pourquoi l'avoir créée? Alors, le but de l'association, c'est vraiment de développer et de renforcer une société plus inclusive, en lien avec tout le travail qui a été fait et qui continue d'être fait par les associations qui militent pour le handicap, et rassembler uniquement des élus. Alors, des élus au handicap et des élus également qui n'ont pas forcément la délégation au handicap et qui pourraient avoir la mission du handicap dans leur mission. Donc je pense par exemple à un élu au sport qui pourrait s'intéresser au handicap. Là par exemple par rapport aux Jeux paralympiques, ça peut être un élu à l'éducation. Donc le but c'est qu'on puisse vraiment intégrer la transversalité au niveau de ce think tank. Donc c'est des élus aussi bien au handicap mais des élus qui vont être concernés plus généralement par cette thématique au travers de leur délégation. Vous le dites, alors pourquoi cette association était nécessaire? Est-ce qu'il y a une certaine méconnaissance encore aujourd'hui sur le sujet du handicap? Alors, il y a une méconnaissance, il y a une complexité. Moi, en fait, au début de mon mandat, j'ai eu le souhait vraiment de me rapprocher de mes homologues en fait, élus en handicap pour m'inspirer de bonnes pratiques. Et en fait, j'ai pu identifier vraiment l'isolement de l'élu handicap parce qu'il doit connaître tout l'écosystème du handicap qui est très large, des éléments juridiques, techniques, liés notamment à l'accessibilité, etc. Et puis, il doit aussi convaincre les autres élus du bien fondé en fait, des sujets
souhaitent porter. Donc ça demande beaucoup à l'élu. Et aussi, j'ai constaté, par rapport aux permanences que j'ai mis en place dans ma ville, des familles qui sont vraiment démunies aussi par rapport aux complexités administratives. Donc le but, voilà, vraiment prenant ces constats, je me suis dit que ce serait beaucoup plus pertinent et impactant d'avoir vraiment cette association pour à la fois faciliter le rôle de l'élu, l'outiller, le professionnaliser, continuer à partager nos pratiques, à développer des expérimentations et surtout faire bouger les lignes, faire bouger la société. Et ça veut dire être force de proposition sur des projets de loi, notamment législatifs. On va parler peut-être aussi de ces bonnes idées que vous pourriez faire remonter aux maires, aux députés, mais pourquoi pas aussi au gouvernement. Alors, le département des Yvelines a la compétence sociale et elle comprend justement la thématique du handicap. Aujourd'hui, il y a 83 000 personnes qui bénéficient d'un droit auprès de la maison de l'autonomie du département. L'idée, c'est aussi d'être complémentaire avec ce qui existe aujourd'hui. Oui, bien entendu, on ne va pas tout révolutionner. Le but, c'est de travailler main dans la main, en co-construction justement avec les différentes instances, bien entendu le département, la MDPH, la région et tous les acteurs qui militent sur le sujet. Mais on a le sentiment aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'organes, beaucoup d'interlocuteurs sur cette thématique. Vous le disiez tout à l'heure, les familles peuvent se retrouver parfois démunies. Oui. C'est aussi d'essayer de simplifier, de mutualiser pour être un peu plus efficace aussi. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on s'aperçoit, chaque élu dans sa ville a vraiment une connaissance terrain, rencontre les familles et on s'aperçoit que l'expérience qui a été réalisée par exemple à Jouy peut aider un élu dans sa ville, à Carrières sous Poissy par exemple, ou à Villepreux ou à Versailles. Donc on va mutualiser nos pratiques pour vraiment structurer nos démarches et être aussi en mode, j'allais dire, être beaucoup plus impactant dans nos propositions. Alors une dizaine de membres aujourd'hui, est-ce que ça représente toute la carte, si je puis dire, des Yvelines? Est-ce qu'il y a aussi bien de la petite commune, de la grande commune, de la commune moyenne? Ça va d'une petite ville de 2000 habitants jusqu'à plus de 80 000 habitants. D'accord. Donc des villes comme Versailles, nous avons donc Villepreux et Carrières-sous-Poissy qui nous ont rejoints récemment, Buc, nous avons aussi Montigny-le-Bretonneux, les Chevreuses, je dois en oublier quelques-unes, mais en tout cas, voilà, on a de plus en plus de villes qui nous rejoignent et qui ont envie de travailler avec nous. Est-ce qu'il est difficile pour vous d'identifier dans ces communes des élus qui sont en charge du handicap? Est-ce que toutes les communes aujourd'hui ont des délégations au handicap ou c'est pas encore le cas? Toutes les communes n'ont pas de délégation, même si de plus en plus quand même le maire choisit de choisir un élu. Donc comme c'est nouveau, c'est pas forcément encore complètement rentré dans les mœurs. Alors bien entendu, il y a des maires adjoints qui ont des missions déléguées aux affaires sociales, dont le handicap, mais ça va couvrir en fait un champ très large. Donc c'est pas encore quelque chose d'automatique, mais ça viendra, je l'espère. Ça veut dire qu'il y a une disparité entre les communes sur la façon dont est traitée cette thématique handicap aujourd'hui? Oui, parce que tout dépend de la politique inclusive du maire. Le maire peut avoir ce souhait-là. Après, il y a les moyens, il y a la sensibilité. Et j'allais dire, même si on n'a pas forcément beaucoup de moyens, une question de bon sens, une question de volonté, une question d'engagement, on peut déjà faire beaucoup de choses. Alors on le disait, donc c'est échanger ces bonnes pratiques, les faire remonter aussi, pourquoi pas, aux maires, députés et au gouvernement. Est-ce qu'il y a déjà eu des rencontres et qui avez-vous rencontré? Oui, tout à fait. Alors moi je suis régulièrement en lien avec Anne Bergantz, où justement là je lui ai remonté récemment. Donc députée de la 2e circonscription. Députée, oui, bien entendu. Merci pour ce rappel. Là en fait moi on lui a remonté une problématique liée en ce moment à un article, l'article 53, qui fait partie intégrante du PLFSS 2024, plan de loi de financement sécurité sociale. Et en fait, cet article remet beaucoup en question les droits fondamentaux des enfants de la loi 2005, avec des nouvelles expérimentations, ce qui effraie beaucoup aujourd'hui les associations, parce que les associations ont l'impression qu'on repart un peu en arrière. Et donc moi, j'ai remonté en expliquant que, attention, alerte, oui, on peut faire évoluer. C'est-à-dire que cet article 53 veut mettre en place des pôles d'appui à la scolarité et que ce soit l'éducation en fait qui gère toute la partie. C'est-à-dire que la MDPH n'est plus le rôle qu'elle a aujourd'hui, la maison départementale des personnes en situation de handicap. Donc il faut garder quand même une neutralité aujourd'hui de ces organes qui existent, ne pas non plus tout supprimer. Voilà. Donc
il peut y avoir des avancées avec l'éducation parce qu'on a besoin de l'école inclusive, on a besoin de travailler en transversalité. Oui. Et en même temps, on ne peut pas non plus tout arrêter et tout supprimer par rapport à ce qui fonctionne déjà. Des sujets prioritaires, vous avez parlé de l'éducation. Il y a aussi des craintes liées aux ESAT, qui sont les établissements et services d'aide par le travail. Oui. Ils sont aujourd'hui menacés. Alors, pareil, il y a un plan de transformation, un décret qui est passé la fin décembre 2022, qui veut donc développer les droits des personnes en situation de handicap. Seulement, ça demande une capacité financière des ESAT que certains n'ont pas, et certains ESAT risquent de disparaître. Aujourd'hui, il y a plus de 30% d'ESAT en difficulté. Ces ESAT, en fait, sont vraiment des lieux d'accueil et d'inclusion pour les personnes en situation de handicap aujourd'hui. Donc, elles ont un travail, elles sont formées, et elles ont une utilité sociale. Donc, si aujourd'hui, ces ESAT disparaissent, qu'est-ce qu'on fait de ces familles ? Et comment accueillent-ils la démarche, les élus que vous avez pu rencontrer? Alors, ils sont plutôt favorables parce qu'effectivement, ils ne connaissent pas forcément le monde des ESAT et sont là aujourd'hui, en tout cas, il y a un souhait de remonter ces informations pour que les lois puissent évoluer. Et vous espérez pouvoir rencontrer, pourquoi pas, des personnes au gouvernement aussi, des ministres? Oui, tout à fait. Là, on attend justement, là, ce soir, on a le... On attend le nom. On attend le nom du nouveau ministre ou alors Fadila Khattabi qui sera maintenu. Donc là, on attend pour pouvoir poursuivre nos rendez-vous. Les projets pour l'année 2024, quels sont-ils pour le think tank? Alors, on continue les projets sur l'éducation parce que notre souhait, ce serait que les référents handicap de l'éducation nationale soient beaucoup plus en lien avec les élus handicap, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons des projets sur l'accessibilité, notamment les places PMR, les places mobilité réduite. Aujourd'hui, les places sont aux normes, mais elles ne sont pas fonctionnelles. Donc pas pratique, il y a beaucoup de personnes en fauteuil qui ne peuvent toujours pas se garer et ça reste quand même très compliqué. Et puis l'accessibilité numérique, parce que ce sont toujours aussi des sujets qui sont en retard et qui ne permettent pas à l'ensemble de la population ayant des déficiences visuelles de pouvoir aujourd'hui se connecter. Toute dernière question, comme vous êtes une association, est-ce que vous allez aussi demander des subventions pour, pourquoi pas, mettre en place des actions aussi? Oui, tout à fait, c'est notre souhait par la suite. Là, on a pour le moment une cotisation de l'élu à l'association. Et après, bien entendu, ce serait de pouvoir recueillir des subventions privées, publiques, des dons pour assister et soutenir aussi les associations et les expérimentations qu'on souhaite développer. Merci Émilie Le Tailleur d'avoir été avec nous. Je rappelle, présidente du think tank des élus au handicap du département des Yvelines, un groupe de réflexion que vous avez vous-même fondé il y a peu dans le département. Merci encore d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous retrouverez demain pour une nouvelle édition, je vais y arriver, Mathilde Franco à la présentation du 7-8. Très belle soirée sur TV78.